Bonjour tout le monde, je suis Tatiana Baglo, je suis médecin biologiste spécialiste en hématologie et je prends en charge les patients hémophiles au centre de transfusion, au centre de traitement de l'hémophilie de Cotonou. Ce centre est situé évidemment dans le service de la clinique universitaire des maladies du sang du CNHU. Donc, je suis heureuse ce jour de vous présenter un petit exposé sur l'hémophilie. Et ce jour marque aussi la journée mondiale de l'hémophilie qui sera le 17 avril, est la journée mondiale de l'hémophilie, d'où le logo qui est juste en face et pour marquer la journée qui porte sur le thème Accès pour tous, partenariat politique et progrès. Pour commencer, nous dirons que l'hémophilie, il existe deux types d'hémophilie, mais l'hémophilie qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est l'hémophilie héréditaire. Donc, cette maladie, il s'agit d'une maladie hémorragique constitutionnelle qui est complètement méconnue. Et quand on parle de cette maladie, beaucoup pensent que l'hémophilie est plus fréquente en Europe. Mais en réalité, c'est juste parce qu'on ignore complètement cette maladie-là et qu'on perd beaucoup nos patients sans savoir forcément pourquoi ils sont décédés. Donc, nous nous sommes dit qu'il est intéressant de partager avec vous notre petite expérience sur cette pathologie-là. Donc, il s'agit d'une maladie qui est caractérisée par un déficit constitutionnel en facteur 8 ou en facteur 9. Quand le déficit concerne le facteur 8, quand je parle de facteur 8, et si vous vous rappelez, quand on parle de la coagulation, de l'hémostase, l'hémostase nécessite un certain nombre de facteurs. Et on se rappelle qu'on nous citait les facteurs de 1 à 13. 1, 2, 3 jusqu'à 13. Donc, le facteur numéro 8, on va le revoir tout à l'heure, est le facteur, lorsqu'il est déficitaire, on parlera d'hémophilie A, et lorsque le facteur 9 est déficitaire, on parlera d'hémophilie B. Il s'agit d'une maladie qui est rare, ça c'est vrai. On verra les prévalences tout à l'heure, l'épidémiologie tout à l'heure, mais elle est très grave. On en perd beaucoup, on perd beaucoup de patients hémophiles, aussi bien dans notre contexte que dans d'autres. Donc, l'amélioration de leur espérance de vie dépend donc d'une prise en charge très précoce. Et pour que cette prise en charge soit précoce, il est nécessaire que tous les agents de santé soient informés, car on dit, dès qu'un hémophile vient en consultation, la première des choses n'est pas de lui poser des questions, de lui demander l'histoire de ce qui l'a amené. Il faut d'abord lui faire son injection parce que s'il fait un traumatisme ou autre, il vient à l'hôpital, ce n'est pas le moment de commencer par lui poser de questions. D'où l'intérêt de vraiment informer tous les professionnels de santé. En question épidémiologie, la prévalence, tout à l'heure, on a dit qu'il s'agit d'une maladie rare. Donc, la prévalence est estimée à 1 cas pour 10 000 naissances. On dit aussi 1 cas pour 5 000 naissances de garçons de sexe féminin, de sexe masculin. Et donc, la Fédération mondiale de l'hémophilie, qui est vraiment un peu comme la fédération qui régit toutes les associations d'hémophilie, estime à 400 000 hémophiles et le nombre d'hémophiles dans le monde. Mais le problème est que 80% des hémophiles qui se trouvent en pays en voie de développement ne sont pas connus. On ne les identifie pas. Ils n'ont pas un diagnostic et donc ils vivent comme ils peuvent et ils décèdent. En Afrique, on estime environ à 8% le nombre d'hémophiles connus. Et attention, cette prévalence varie en fonction du nord de l'Afrique et du sud de l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne, vraiment, le nombre d'hémophiles connus est très bas. Regardez versus en Europe. L'Europe, par exemple, 81% de leurs hémophiles connus et connaissent leur statut et sont bien suivis. Nous allons aborder maintenant la transmission. En fait, l'hémophilie, c'est une maladie qui est liée au chromosome X.
Et vous vous rappelez, on dit l'homme, les hommes, les personnes de sexe masculin ont un chromosome XY, les chromosomes sexuels. Ils ont un chromosome X et un chromosome Y, alors que les femmes ont deux chromosomes X. Donc, vu que cette maladie, l'anomalie génétique qui induit cette maladie survient sur le chromosome X, lorsque le seul chromosome, vu que l'homme a un seul chromosome X et la femme en a deux, lorsque le seul chromosome X du garçon est atteint, le garçon est tout de suite malade. Par contre, lorsque un chromosome X sur les deux d'une femme est atteint, la femme va être appelée une conductrice. Donc, nous allons regarder un peu les différents formats. Je suppose qu'un homme est malade, c'est-à-dire un hémophile, se marie à une femme non hémophile du tout, qui est une femme complètement saine. Quand ils vont avoir des enfants, il y aura les femmes de cet homme, toutes les filles de cet homme seront conductrices parce que toutes les filles qui auront comme père un hémophile vont recevoir le chromosome X de ce patient hémophile-là. Donc, du coup, ce patient et toutes les filles seront conductrices, c'est-à-dire ils vont porter un chromosome malade, un chromosome X malade, le chromosome X du père qui porte l'anomalie. Par contre, aucun des garçons de ce patient, de ce hémophile, ne sera malade. Ça veut dire quoi? Le garçon va recevoir le chromosome Y qui ne portait pas l'anomalie de l'hémophile, puisque l'anomalie de l'hémophilie porte sur le chromosome X. Le garçon va recevoir le chromosome X de sa mère et le chromosome Y du père. Donc, aucun garçon ne sera franchement malade. Notons quand même que lorsque c'est cette fois-ci la mère qui est une conductrice, très souvent ce qui se passe en Afrique est que les mères sont conductrices mais ne sont pas connues. Elles ne sont pas connues conductrices, elles ne sont pas identifiées pour qu'on les suive. Donc la mère connue mais ignore son statut, épouse un homme, c'est il n'y a pas de souci, qui ne présente aucun symptôme parce qu'il n'est pas hémophile. Qu'est-ce qui se passe? La mère, finalement, transmet un des deux chromosomes X à son gars, puisque la distribution, c'est au hasard que les chromosomes X sont reçus par les enfants. Donc, la mère aura le risque. Il y a 50% de risque que la mère ait des garçons malades, c'est-à-dire hémophiles, et 50% de risque qu'elle fasse des filles conductrices. Ça veut dire quoi? Chaque fois, elle peut donner le chromosome X malade à son garçon ou le chromosome X sain à l'autre garçon. Donc, c'est vraiment variable. Attention, quand on parle de génétique et qu'on parle des pourcentages, ce n'est pas que forcément quand cette mère-là aura 4 garçons, 2 seront hémophiles, 2 ne seront pas hémophiles. Non, les 4 se rejouent à chaque grossesse. Donc, on peut retrouver une femme qui aura 4 garçons et les 4 seront hémophiles, comme on peut retrouver une femme conductrice qui aura 4 garçons, 3 seront hémophiles, un seul ne sera pas. Donc, vraiment, c'est vraiment au hasard que les choses se passent. Donc, cette femme qui est conductrice a le risque d'avoir 50% de filles hémophiles et 50% de garçons hémophiles. Tout ça, c'est quand l'hémophilie est héréditaire. Parfois, dans 30% des cas, l'hémophilie n'est pas familiale. Elle n'est pas... personne ne présente cette symptomatologie dans la famille et ça commence d'un coup au niveau du premier garçon. Donc, on parle du patient zéro de la famille. Donc, dans ce cas, il s'agit d'hémophilie de novo parce que c'est le premier patient qui l'a. Si on recherche même l'anomalie chez sa mère, peut-être on ne l'aura pas. Donc, dans ce cas, on parlera
d'hémophilie de novo. C'est à partir de ce garçon numéro 1 et de ce patient 0 qu'on aura d'autres enfants dans la famille qui auront l'hémophilie. Rapidement, quand même, pour nous rappeler un peu de ce que c'est que la physiologie de l'hémostase. On est tous d'accord que c'est une partie dans la médecine qu'on n'aime pas beaucoup, mais sans laquelle on ne pourra pas survivre. Lorsqu'on se blesse, lorsqu'il y a une blessure vasculaire, vous voyez, il y a plein de réactions, de cascades enzymatiques, de protéines, d'enzymes qui se chevauchent, qui fonctionnent ensemble pour pouvoir permettre la formation d'un caillot qui va permettre d'arrêter le saignement. Maintenant, lorsque tout ça se passe vraiment bien, nous avons des facteurs qui forment le caillot, mais toujours dans notre organisme, nous avons des facteurs qui empêchent la diffusion de la formation du caillot dans notre corps. On ne veut pas que le caillot se forme n'importe où. On veut que le caillot se forme juste au bon endroit pour obstruer la brèche vasculaire. D'accord? Donc, du coup, lorsque tout se passe bien, c'est bon. Mais dans de nombreux cas, tout ne se passe pas bien. Nous nous retrouvons avec des patients et des accélérateurs qui sont plus pesants, c'est-à-dire il y a les freins qui pèsent moins lourd que les accélérateurs et dans ce cas, une thrombose peut se passer. Mais dans notre cas, ce qui se passe chez nous est que tout ce qui doit former le caillot ne se passe pas bien. Tous les facteurs qui sont nécessaires pour former le caillot ne sont pas en ordre, ne sont pas disponibles pour former le caillot. Du coup, les freins sont plus lourds que le caillot. Il y a un déséquilibre, le caillot ne se forme pas et le saignement se continue. C'est ce qui se passe en réalité dans l'hémophilie. Nous verrons plus en détail maintenant en parlant un peu plus en profondeur parce que ça, c'était juste une généralité. Lorsqu'on a une brèche vasculaire, vous comprenez que sur ce schéma-là, c'est vraiment une image qui présente une paroi vasculaire. Lorsqu'on a une brèche vasculaire, plusieurs éléments sont nécessaires pour permettre la formation du caillot. À l'intérieur de la paroi vasculaire, nous avons le facteur tissulaire. Le facteur tissulaire qui se retrouve au niveau, si vous vous rappelez bien, au niveau de la média et de l'adventice. Ces deux couches dont je viens de parler sont parmi les trois couches de la paroi vasculaire. Au niveau du sang, au niveau du plasma, il circule un certain nombre de facteurs. Tout à l'heure, je vous parlais des différents types de facteurs de 1 à 13. Donc, nous avons des facteurs qui circulent. Comme premier facteur, nous avons le substrat qu'on appelle le fibrinogène. Tout le monde sait que quand on dit on veut faire un bilan d'hémostase, on a l'habitude de faire TPTCA fibrinogène. Donc, le fibrinogène, c'est lui qu'on appelle facteur numéro 1, mais on préfère toujours lui dire fibrinogène. Mais il y a les autres facteurs, le 2 qu'on appelle prothrombine, le 5, le 10, le 8, le 9, le 10, en tout cas, tous les facteurs dont on a besoin pour former le caillot. Tous ces facteurs proviennent en réalité du foie. C'est le foie qui produit les différents facteurs. Vous comprenez avec moi que si le foie ne fonctionne pas bien, les facteurs ne pourront pas être synthétisés. Par ailleurs, il y a quatre facteurs qui non seulement sont synthétisés par le foie, mais qui ont besoin de la vitamine K pour être fonctionnels. Ce sont les facteurs prothrombine, la proacélérine, la proconvertine, le facteur 9 et le facteur 10, c'est-à-dire le facteur anti-hémophilique B. Nous reviendrons sur ces deux facteurs. Donc, l'hémophilie, tout à l'heure, on a dit, elle est caractérisée par un déficit en facteur 8 et un déficit en facteur 9. Lorsque le déficit en facteur 8, c'est lorsqu'il s'agit d'un déficit en facteur 8, qu'on appelle encore facteur anti-hémophilique A, ce qui fait penser à la maladie hémophilie A, on parle d'hémophilie A. Lorsqu'il s'agit d'un déficit en facteur 9, on parle d'hémophilie B.
Donc, lorsqu'il y a une brèche vasculaire, on a parlé tout à l'heure des facteurs tissulaires. Le facteur tissulaire, évidemment, est mis en contact avec le facteur 7. Et dès que le facteur tissulaire se fixe au facteur 7, il active le facteur 7. Et on a donc du facteur 7 activé. Ce facteur 7 activé va activer directement le facteur 10. Le facteur 10 va s'associer au facteur 5, puis aux phospholipides qui se trouvent au niveau de la membrane plaquettaire et au calcium pour pouvoir former ce qu'on appelle un complexe prothrombinase. Ce complexe va hydrolyser donc le facteur 2 en 2 activé. Attention, en fait, tout ce qu'on veut là, pour que l'hémostase puisse aller bien, puisse se former et se faire correctement, c'est la thrombine. Donc, nous avions besoin de la thrombine pour hydrolyser le fibrinogène en fibrine pour pouvoir former un caillot vraiment solide. Donc, cette thrombine-là, on vient de la former grâce au complexe et prothrombinase. Par ailleurs, lorsque le facteur tissulaire en petite quantité, la deuxième voie, c'est le facteur tissulaire va activer du facteur 9. Et ce facteur 9 activé va s'associer au facteur 8, vous vous rappelez, l'anti-hémophilie A, au facteur 8, pour pouvoir activer encore du facteur 10. Donc, du coup, la thrombine, n'oubliez pas, les premières molécules de thrombine qu'on a, va activer du 10 et le 8 pour augmenter cette quantité de 8 et va activer le 5 pour augmenter la quantité du complexe prothrombinase. Tout ceci pour former encore une plus grande quantité de thrombine afin de permettre la formation de la fibrine à partir du fibrinogène. Nous faisons encore un petit rappel pour dire voilà la place du facteur 9 et du facteur 8 et du facteur 9 utiles pour la coagulation. Vous comprenez avec moi que lorsque nous avons un déficit en facteur 8, la thrombine n'aura plus de facteur 8 qu'il va pouvoir activer pour augmenter ce complexe ténase-là. Par contre, si on n'a pas de facteur 9, pareil, le complexe, l'oreille droite de Mickey, là, ne pourra pas être activé et donc, il y aura beaucoup moins de thrombine. Et lorsqu'on n'a pas suffisamment de thrombine, c'est simple, on ne pourra pas hydrolyser toute la fibrinogène en fibrine pour pouvoir former un caillot solide. Quelques images pour pouvoir, maintenant nous allons aborder lorsque il y a un déficit en facteur 8 ou en facteur 9, on va parler d'hémophilie. On va parler d'hémophilie. L'hémophilie, l'hémophilie, a des expressions cliniques variables en fonction de l'âge. Dès la petite enfance, pour ne pas dire carrément en période néonatale, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, surtout quand on ne connaît pas le statut de la mère, tout l'intérêt de vraiment connaître les statuts de la mère. Quand on ne connaît pas le statut de la mère, là, une femme qui est enceinte, qui vient à l'hôpital, à terme, on peut l'accoucher n'importe comment. On l'accouche n'importe comment. Donc, du coup, l'accouchement est un peu difficile. Les gynécologues, s'il y en a qui sont parmi nous, ils utilisent la ventouse. Ils utilisent des ventouses pour pouvoir tirer l'enfant. Donc, vous voyez, un enfant, vu qu'on ne savait pas que la mère est conductrice, on ne pouvait pas imaginer. Mais voilà une image d'un enfant chez qui on a utilisé, d'un enfant hémophile chez qui on a utilisé la ventouse. Évidemment, la pression de la ventouse au niveau occipital a créé cet hématome-là. D'autre part, ici, c'est un autre enfant, évidemment, chez qui on a utilisé aussi des instruments et qui, justement, a eu un céphalomatome. D'autre part, toujours dans le cadre, on ne connaissait pas le statut de la mère, on ignorait que cette maman était conductrice, elle fait son enfant
Et sans ça, en lui prenant la veine, on ne prend pas toutes les précautions nécessaires pour éviter les hématomes. Évidemment, on prend la veine n'importe comment, on ne trouve pas la veine, on ressort le cathéter, on reprend encore la veine. Voilà le résultat. On a un hématome de la main après une ponction veineuse. Toujours une autre image d'un nouveau-né avec un hématome du cordon de subponction et de la portion veineuse ombilicale. Dans tous les cas, la plupart du temps, parfois, cette symptomatologie peut passer inaperçue quand on est dans la petite enfance. Et normalement, quand on ne rattrape pas au moins dans la période néonatale, lorsque les enfants commencent pas à marcher à quatre pattes, évidemment, ce sont souvent des enfants qui commencent pas à marcher, mais parce qu'ils vont avoir une hématose. De quoi s'agit-il? En fait, la manifestation principale de l'hémophilie, c'est une maladie hémorragique parce qu'il n'y a pas de facteur 8 pour former un caillot solide. Il n'y a pas de facteur 9 ou il n'y a pas de facteur 9 pour former un caillot solide. Les patients saignent. Ils saignent beaucoup plus au niveau des gros vaisseaux. On parle d'hémorragie profonde. Et les deux signes principaux qu'on a les plus souvent, c'est l'hématose et l'hématome. Hématose, c'est un saignement au niveau de l'articulation. Donc, un enfant de bas âge, 6 mois, 8 mois, qui commence pas à marcher à quatre pattes, évidemment, il traumatise ses genoux en essayant de marcher ou en essayant de vouloir se lever. Il tombe, il se relève. Ça, c'est normal pour le commun des mortels, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Mais pour un hémophile, il suffit juste en voulant se lever, il tombe une seule fois. Ça suffit pour qu'il ait hématrose. Hématrose, ici, nous présentons une image d'hématrose du genou. C'est une image prise chez un de nos patients. Hein. C'est vraiment tout ce qu'on est en train de dire est réel. Donc, c'est une image d'hématrose vraiment de genou. Donc, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, dès le début, le patient commence par sentir des picotements au niveau du genou. Et après, c'est une sensation de chaleur. N'attendez pas que le genou soit aussi gros pour pouvoir agir. Dès le début, le patient même se connaît. Il commence pas à dire non, ça ne va pas au niveau de telle ou telle articulation. Rien ne se passe normalement. S'il vous le signale, il faut penser qu'il est en train de faire une hématrose. Mais quand on ne fait rien, l'hémorragie continue au niveau de cette articulation-là et l'augmentation de la taille du genou commence tout doucement jusqu'à devenir comme ce que je vous ai montré, ce qui est présenté sur l'image gauche. Mais le problème est que parfois, vu qu'ils sont hémophiles et pendant longtemps, on n'avait pas le traitement au Bénin, qu'est-ce qui se passe? Il y a une hématrose. On ne réagit pas. Parfois, les patients traitent ça comme ils peuvent à la maison et eux, ils mettent des pommades et autres. Donc, ça se résorbe autant que c'est possible. Donc, mais à quelques semaines plus tard, il y a une récidive. Donc, l'hématrose, il y a un autre hématrose, deuxième, ainsi de suite. Donc, dès qu'il y a plus de 3 hématroses au niveau du genou, je reviens sur l'image pour vous montrer l'articulation là. Il y a la membrane cartilagineuse qui est là, qui va se détruire. Vous voyez, regardez l'image au niveau en bas, à droite en bas. Les cartilages au niveau de de l'articulation se détruisent et on a alors ce qu'on va appeler une arthropathie chronique. Parfois, c'est du liquide. On aura un épanchement liquidien. Parfois, carrément, on a des déviations au niveau du genou. Donc, voilà une image d'hématrose aiguë, c'est-à-dire un saignement aigu dans le genou avec une tuméfaction douloureuse et haute. Et de façon concomitante, une synovite chronique qui présente une tuméfaction. Là, c'est une articulation qui a souffert, une articulation dans laquelle il y a eu beaucoup de saignements. Finalement, l'inflammation est non résolutive, la taille du genou est
maintenu comme ça est toujours. Et le genou reste gros. Je parle du genou parce que c'est le genou qu'on présente là, mais ça peut être une autre articulation. À part les hématoses, nous avons aussi des hématomes. Oui, ça aussi, c'est des images de notre service où nous avons des patients qui, et cet enfant, par exemple, en s'amusant, est tombé avec réception au niveau de la région occipitale et donc on a un hématome de la région occipitale. Celui-ci, c'est un enfant aussi qui est tombé et avec réception au niveau de le front. En tout cas, il a collé son front sur une chaise, selon ce que la maman m'a dit. Donc, voilà un peu l'image. C'est pour vous dire que ça peut être impressionnant et il est très important de réagir très, très vite. Et normalement, si les parents sont connus et sont suivis, ils sont informés de la situation. Parfois, les hématomes peuvent entraîner des raideurs musculaires. C'est ce qui peut être encore plus souvent très compliqué chez eux. Ça entraîne des raideurs musculaires et parfois même des risques de compression nerveuse. Risque de compression nerveuse qui va finir par entraîner une paralysie d'un nerf ou une contracture musculaire. Donc, nous avons parfois des positions vicieuses. On a des cas comme ça, plusieurs cas comme ça qu'on est en train de gérer et qui peuvent être irréversibles. Donc, vraiment, si on peut rapidement les traiter, c'est toujours mieux. Quelques exemples d'images de patients qui présentent, vous voyez, des acropathies, des contractions musculaires et autres. Tout à l'heure, on a parlé de tout ce qui est hémorragie non extériorisée. Mais parfois, il y a aussi des hémorragies extériorisées. Et un enfant qui ne coagule pas son sang comme ça, qui a une coagulopathie à ce point, lorsqu'il a une petite blessure, ce qui passe inaperçu chez la plupart des gens, il peut présenter facilement un épistasis. Parfois, juste en mangeant du poisson, il se blesse avec une arête de poisson, il va faire une hémorragie énorme au niveau de la langue, bien parce que l'arête de poisson a blessé sa langue ou autre. Donc, on peut avoir des hémorragies extériorisées. Ça impressionne les patients, viennent vite à l'hôpital. Mais ce qui peut passer inaperçu et les patients peuvent en mourir, c'est une hémorragie digestive. Parfois, des patients ont des saignées au niveau de vomissent du sang ou bien ont des mélénas, mais ne viennent pas rapidement à l'hôpital. Donc, ils peuvent en mourir, on en a perdu pour hémorragie digestive. Idem pour les hématurés. Parfois, ils ont des blessures, des lésions vasculaires au niveau de l'appareil urinaire. Et donc, ils commencent par uriner vraiment du sang rouge vif. C'est une hématurie franche, mais juste à cause des moyens, ils ne viennent pas à l'hôpital ou tout simplement parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas hémophiles et peut-être personne n'a pensé les informer, ou en tout cas leur agent de santé, l'infirmier qui est au centre de santé où ils consultent ou autre, n'y a pas pensé. Il faut y penser. Là, excusez-moi pour les images, hein, si ça choque, désolé. C'est pour dire l'hémorragie post-circoncision. L'hémorragie post-circoncision est vraiment une hémorragie c'est la circonstance de découverte la plus fréquente dans notre contexte. Très souvent, les parents vont circoncire les enfants. Il y a les adagoteurs qui passent de maison en maison pour circoncire les enfants, ou les infirmiers, ou les aides-soignants qui savent le faire. Il n'y a pas de souci. Quand tout va bien, que le patient n'a aucune coagulopathie, tout se passe très bien parce qu'ils savent très bien le faire. Mais le problème, c'est qu'ils ne prennent aucune précaution jusqu'à ce que l'enfant et donc, si l'enfant avait une coagulopathie, avait un problème de coagulation du sang, voilà, on a des enfants qui sont venus dans le service avec des taux d'hémoglobine à 4 grammes, des taux d'hémoglobine à 2 grammes, pas décilitres, juste après une hémorragie, après une circoncision. Parce que, évidemment, qu'est-ce qui se passe? On circoncise l'enfant, il saigne, mais les parents n'y pensent pas forcément, ce n'est pas leur faute. Ils repartent à l'hôpital, dans le centre, ou bien ils rappellent le adagotor pour qu'on fasse le pansement.
Ils font le premier pansement. Ils reviennent à la maison. Quelques heures plus tard, le pansement est mouillé. On retourne encore faire le pansement. Il peut faire 4, 5 fois le pansement comme ça avant que l'infirmier, l'aide-soignant ou le adagoto ne se disent « Ah, ça, c'est pas normal ». Le temps de faire ces 5 jours-là, parfois, on perd les patients. Donc, vraiment, il faut y penser vraiment, vraiment pour pouvoir référer au plus tôt les patients. Quand un patient commence par saigner anormalement, il faut vraiment y penser. La deuxième image, l'image de droite, c'est un petit garçon qui, en s'amusant, s'est blessé vraiment au niveau de la lèvre inférieure. Mais il a saigné pendant 3 jours. C'est juste cette petite blessure-là. Mais il saignait tellement que les parents sont venus carrément de Dassa pour pouvoir venir à Cotonou pour qu'on puisse gérer. Heureusement, je vous rassure, tous ces 2 enfants vont bien et se portent bien. On a parlé des hémorragies extériorisées, des hématomes et des hématoses. Mais évidemment, quand toutes ces manifestations dont on vient de parler ne sont pas si graves que ça. Quand les patients viennent à l'hôpital très tôt, on arrive facilement à gérer en 1, 2 jours. Tout rentre dans l'ordre. Mais il y a des manifestations qui sont très graves. Des manifestations qui sont très graves. Et oui, je me bats à cause d'un enfant qu'on a perdu à cause d'une hémorragie cérébro-méningée. Une hémorragie cérébro-méningée vraiment spontanée, hein, parce que l'enfant s'amusait, est venu, c'est un hémophile connu, la mère s'en occupe vraiment. Dès qu'il a un petit bobo, la mère vient à l'hôpital, on lui fait les soins et tout. Mais on n'a pas compris, il s'est plaint de céphalée, tout simplement. Devant la mère, comme d'habitude, nous, toutes les mères, quand un enfant se plaint de céphalée, on lui donne tout simplement du paracétamol parce qu'on pense plus au paludisme ou bien à la fatigue, plein de choses. C'est ce qui a été fait. La mère, vers 17 heures, a donné du paracétamol à son enfant. Je vous assure qu'à 2 heures du matin, l'enfant entrait déjà en coma. C'est pour dire que l'enfant, après le scanner et tout, l'enfant saignait dans le cerveau. Évidemment, ce n'est pas son scanner à lui, ça, c'est le scanner d'un autre enfant qu'on a reçu, d'un autre hémophile. Donc, c'était un hémophile connu. Ce premier garçon, en tout cas, dans mon histoire, c'était un hémophile connu, bien suivi, mais la mère n'a pas eu la présence d'esprit quand l'enfant s'est plaint de céphalie de venir plus tôt à l'hôpital pour qu'on puisse, cet enfant, il a eu une inondation des ventricules, tout. Donc, le deuxième cas, c'est par rapport, celui-là, c'est une hémorragie cérébrale. On a fait quand même le scanner à temps, on l'a traité à temps, tout est rentré dans l'ordre. On a le risque, les hémorragies ORL, parfois c'est des hémorragies au niveau de la gorge. Donc, vous comprenez que quand l'enfant se blesse pour une raison ou pour une autre au niveau de la gorge et commence pas à saigner, le risque, c'est le risque d'asphyxie. L'autre risque aussi, c'est une anémie aiguë parce qu'il saigne tellement qu'il finisse par faire entrer en état de choc hémorragique. Parfois, c'est au niveau de la rétine ou bien du muscle du psoas. Ça, c'est aussi très grave. C'est un muscle qui peut vraiment entraîner une spoliation sanguine énorme. On peut retrouver le patient à 4 grammes par décilitre suite à un hématome du psoas. Donc, ce sont des éléments qui sont importants. Ce sont des circonstances de découverte qui doivent attirer notre attention et surtout beaucoup poser de questions aux patients pour voir s'ils ont une histoire hémorragique. Tout ça, c'est vrai. On a tous ces symptômes-là, mais sans la biologie, on ne peut pas poser le diagnostic. Sans la biologie, on ne peut pas parce que, comme on l'a montré tout à l'heure, nous avons plusieurs facteurs de coagulation. On a des facteurs 1, 2, 3 jusqu'à 13 minimum, sans parler du facteur de Villebond et autres. Donc, du coup, il faut aller confirmer que il s'agit vraiment de l'hémophilie. Donc, pour pouvoir, je sais que tout le monde n'a pas les moyens dans son centre pour pouvoir faire le diagnostic jusqu'au bout, mais tout au moins, on peut tous faire normalement, ou en tout cas, c'est pas très loin de nous, le temps de saignement, le temps de cuite,
qu'on appelle encore taux de prothrombine, et le TCA, le temps de céphaline avec activateur. Ça, c'est des tests de dépistage, c'est des tests qu'on fait à tout le monde. Par exemple, avant un bilan au cours d'un bilan préopératoire, ou bien quand quelqu'un se blesse, on veut comprendre, on veut savoir si saigne, pourquoi il saigne, on doit faire le temps de saignement, le taux de prothrombine et le temps de céphaline avec activateur. Et ce qu'on constate chez les hémophiles est que le temps de céphaline avec activateur augmente, est allongé. Et lorsqu'on fait le test de mélange, il se corrige. Mais pour pouvoir confirmer ce diagnostic-là, puisque évidemment, le fait d'avoir un TCA allongé, temps de saignement normal, TP normal, franchement, ça, nous pouvons en tout cas, la plupart des centres peuvent vous donner ce résultat-là. Déjà, franchement, s'il y a une hémorragie, s'il y a une histoire hémorragique et le TCA est allongé, franchement, dans notre contexte, retenez le diagnostic d'hémophilie jusqu'à preuve du contraire. Le temps de l'envoyer dans un centre de traitement de l'hémophilie pour confirmer le diagnostic. Donc, pour pouvoir confirmer le diagnostic auquel vous aurez pensé, c'est le dosage direct, c'est le dosage du facteur de 8 ou du facteur 9. Donc, habituellement, on dose d'abord le facteur 8 pour voir. Parce que la prévalence des patients hémophiles ayant le facteur 8, c'est pratiquement 85% des hémophiles. Par exemple, jusqu'à ce jour, sur pratiquement 104 hémophiles, qu'on en a encore beaucoup plus. Je ne les ai pas encore intégrés dans la cohorte. On a que 2 patients hémophiles B. Dans notre cohorte au Bénin, on n'a que 2 patients hémophiles B à ma connaissance. Donc, c'est pour vous dire que franchement, les hémophiles A sont plus nombreux. Donc, on dose le facteur 8, on dose le facteur 9. Lorsque le facteur 8, parce que la plupart d'entre nous, lorsque le facteur 8 est inférieur, lorsque le facteur, que ce soit 8 ou 9, le facteur déficitaire est inférieur à 1%, on parlera d'hémophilie sévère. Lorsqu'il est entre 1 et 5%, on parlera d'hémophilie modérée. Et lorsqu'il est supérieur à 5%, on parlera d'hémophilie mineure. Ça, c'est une image pour montrer comment le dosage se fait, mais on va passer. Parce que, je ne sais pas, il n'y a pas trop de biologistes parmi nous, mais dans tous les cas, c'est un test qui se fait dans les laboratoires avec tout simplement votre automate, hein, parce que ça utilise le principe de TCA. Donc, c'est très, très facile à faire. Il faut juste savoir le faire et c'est tout. Donc, dans tous les cas, nous savons que lorsqu'on dose les facteurs, nous pouvons avoir des facteurs même supérieurs à 150%. Hein, il n'y a pas de souci. Surtout si les patients sont enceintes, si une femme est enceinte ou a un syndrome ou que le patient a un syndrome inflammatoire, on peut aller jusqu'à un taux supérieur à 150%. Mais la norme, c'est autour de 50%. Lorsqu'on a déjà 50%, 150, 150%, c'est bon, on est normal. Mais on parlera d'hémophilie lorsque le patient aura déjà moins de 40% de facteur 8. Donc, les autres, on en a déjà parlé. Par rapport à la symptomatologie clinique versus le taux de facteur, sachez que, évidemment, et c'est la logique, plus le taux de facteur est bas, plus le patient saigne. Donc, par exemple, un patient qui a 1% et 1% ou un patient qui a 2%, un hémophile qui a 2%, va saigner beaucoup moins qu'un hémophile qui a 0,5%, évidemment. Donc, du coup, on a fait une étude, excusez-moi, on a fait une étude pour voir, par exemple, le nombre d'épisodes hémorragiques par an de chaque catégorie d'hémophiles. Et on s'est rendu compte que les hémophiles modérés, par exemple, les hémophiles mineurs, ils saignent à peine une fois par an. Vraiment, quand on ne va, si ils n'ont pas un vrai traumatisme, ils ne saignent pas. Et dites-vous que beaucoup ne se méconnaissent, beaucoup ne se connaissent pas hémophiles, parce que tant qu'on ne va pas les opérer, ils n'ont pas un traumatisme, ils ne font pas un accident de la voie publique, ils ne vont pas saigner extraordinairement, donc on ne saura pas qu'ils sont hémophiles. Par contre, lorsqu'il y a une hémophilie, lorsque l'hémophilie est modérée, on peut dire, on a compté qu'ils ont 1 à 5 épisodes hémorragiques par an. Et lorsque l'hémophilie est inférieure l'hémophilie est sévère, ils ont 52
et épisodes hémorragiques par an. Vous imaginez, ça fait carrément un épisode hémorragique par semaine. Par rapport au diagnostic différentiel, à quoi ne doit-on pas faire confondre, avec quoi on ne doit pas confondre l'hémophilie? Parfois, il y a des gens qui ont une hémophilie acquise. L'hémophilie acquise est possible. En fait, ce sont des personnes qui n'étaient pas hémophiles depuis qu'ils sont enfants, mais parce qu'ils ont une maladie auto-immune, ils ont une pathologie n'importe quelle pathologie, ils peuvent avoir, ils peuvent développer une hémophilie. Ça, on ne va pas vraiment détailler ça à ce jour. Parfois, c'est des déficits en facteur 11, parce que le déficit en facteur 11 aussi donne un TCA allongé. Nous allons maintenant, à présent, aborder la prise en charge. Pour bien prendre en charge les hémophiles, il faut un certain nombre d'informations. Il faut que l'hémophile même se connaisse, qu'ils connaissent bien sa maladie, qu'ils connaissent son diagnostic, qu'ils connaissent le taux de sévérité de l'hémophilie. C'est-à-dire, quand on pose un diagnostic, on dit qu'un patient hémophile, il faut lui donner une carte sur laquelle il y aura son diagnostic, c'est-à-dire s'il est déficitaire en facteur 8 ou en facteur 9, c'est-à-dire s'il est hémophile A ou B, quel est son degré le degré de sévérité de son hémophilie. Est-ce qu'il a des inhibiteurs ou pas? Parce que oui, il y a des hémophiles qui peuvent avoir des inhibiteurs. Le type de médicament qu'il utilise, il y a plusieurs types, on reviendra dessus, et les coordonnées du médecin de son centre de traitement. Quels sont les principes de la prise en charge de l'hémophilie? Vous l'avez compris, la prise en charge est multidisciplinaire. Cette prise en charge interpelle aussi bien le pédiatre, le gynécologue, parce que c'est le gynécologue qui accouche la mère, le pédiatre qui prend le relais, le médecin du centre de traitement de l'hémophilie qui peut être hématologue ou pas, hein, ce n'est pas forcé, c'est celui qui est formé pour et qui est dans le centre de traitement de l'hémophilie et qui gère les symptomatologies hémorragiques. Il y a les kinésithérapies. Quand le patient fait des hémorragies à répétition, des hématomes, des hématroses à répétition, il faut qu'il soit accompagné par un kinésithérapie, un chirurgien pédiatre, un chirurgien traumatologue, ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est une équipe multidisciplinaire qui s'occupe des enfants hémophiles ou des hémophiles tout court. Par ailleurs, il faut les éduquer, ils doivent utiliser les concentrés de facteurs. Oui, ce n'est pas disponible partout, mais à ce jour, au Bénin, nous avons des concentrés de facteurs à Cotonou, dans le centre de traitement de l'hémophilie de Cotonou qui est au CNHU, et à Parakou, dans le centre de traitement de l'hémophilie de Parakou qui, à ce jour, est dans le service de pédiatrie. Donc, au moins, dans ces deux centres-là, il y en a. On a la vision d'installer des centres de traitement de l'hémophilie au moins pratiquement au niveau de Porto-Novo, d'Abomey tout au moins, et puis à Nati-Tengou très bientôt avec la grâce de Dieu. Le traitement doit être le plus précoce possible. Dès que le patient commence par saigner, dans les 2 heures, il faut lui injecter le concentré de facteur. Oui, dans d'autres pays, ils ont réussi le traitement à domicile. Mais aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore là en Afrique. Nous avons beaucoup de mamans illettrées, beaucoup de mamans qui n'ont pas le courage de piquer l'enfant, même si on leur en parle. C'est tellement futile dans leur tête qu'elles n'acceptent même pas. Mais dans les pays caucasiens, dans les pays européens, beaucoup peuvent injecter les facteurs. Beaucoup injectent les facteurs à domicile. Donc, dès que l'enfant a un traumatisme, ils injectent des concentrés de facteurs. Il faut éduquer le patient. Oui, lorsque le patient a un traumatisme, il y a des gestes à faire. On parle de protocole RICE. RICE pour dire, dès que le patient a mal, il faut qu'il soulève faire une hématose parce que les hémophiles sévères, ils vont se réveiller un matin et constater seulement qu'ils ont une hématose. Donc, on les éduque, ils doivent soulever le pied, élévation, ils doivent comprimer, ils doivent faire une vessie de glace.
Évidemment, il faut rationaliser les doses de concentré de facteur. Ce n'est pas, si j'ai un petit bobo, une petite hématrose, ce n'est pas la même quantité de facteur qu'il faut injecter par rapport à quelqu'un qui a une hémorragie cérébrale. Il faut pouvoir maintenir leur capital veineux parce que les facteurs, on les injecte. Si on bousille complètement leur capital veineux en les piquant n'importe comment, n'importe où, ça, ce n'est pas bon. Après, on n'arrive plus à avoir de veines pour leur faire les injections de facteurs. Il faut aussi un soutien psychosocial parce que c'est une pathologie. Les enfants naissent avec. L'hémophilie, c'est une pathologie. On naît avec, on meurt avec. Donc, du coup, c'est une pathologie qui est lourde, difficile à gérer et donc c'est un peu compliqué pour eux. Donc, il leur faut un soutien psychosocial, un soutien psychologique. Par ailleurs, les autres principes, c'est le suivi régulier. Un hémophile qui est bien suivi se connaît les contre-indications et tout. Et attention à tous ceux qui sont ici, on ne doit pas leur faire des injections intramusculaires. Ici, c'est quelques exemples de concentrés de facteurs qu'on met. Il faut savoir qu'il y a des concentrés de facteurs d'origine plasmatique et il y a des concentrés de facteurs d'origine recombinante. On a les deux formes. Actuellement, c'est la Fédération mondiale de l'hémophilie qui nous envoie les concentrés de facteurs gratuitement, vraiment gratuitement. On ne paye même pas le transport. Ils s'occupent de tout. Ils nous envoient les concentrés de facteurs. Donc, tantôt, ils nous envoient des concentrés de facteurs d'origine plasmatique. Tantôt, ils nous envoient les concentrés de facteurs d'origine recombinante. D'origine plasmatique, vous l'aurez compris, c'est qu'ils prennent une grande quantité de plasma frais congelé et ils extraient le facteur 8 qui est contenu dans le plasma des donneurs. Par contre, le recombinant, c'est pas carrément de la génie génétique. Il y a beaucoup aujourd'hui qui utilisent du recombinant. Donc, actuellement, même ce qu'on a au Bénin, dans le frigo, c'est du recombinant. En fonction des médicaments, parce qu'il y en a plusieurs types, la demi-vie varie. Donc, globalement, on dit et quand c'est des facteurs 8, des concentrés de facteurs 8, la demi-vie tourne autour de 12 heures de temps. Et si c'est des concentrés de facteur 9, la demi-vie tourne autour de 20 heures. Sachez qu'aujourd'hui, il y a des médicaments qui ont des demi-vies beaucoup plus longues, pratiquement 24-48 heures, pour dire des produits à longue durée d'action, quoi. Donc, il faut, et c'est possible. Nous, on a mis là ce qu'on utilise ici au Bénin. D'autres médicaments, à part les concentrés de facteurs, il y a la desmopressine. Ça, c'est un médicament qui est très utile pour nous, mais que bizarrement, on n'en a pas. On n'a pas ça disponible au Bénin. Et vraiment, on en souffre. S'il y a des pharmaciens parmi nous aujourd'hui, si on peut voir dans quelle mesure mettre à disposition de la desmopressine, ce serait vraiment, vraiment intéressant pour nous. Parce que c'est un médicament qui permet chez les hémophiles A mineurs ou chez les hémophiles A modérés de ne pas avoir besoin de leur injecter des concentrés de facteurs. On leur injecte la desmopressine et eux-mêmes, ils sortent les concentrés de facteurs qui sont en réserve dans leurs plaquettes ou bien dans leur endothélium. Donc, c'est vraiment important. Ça nous empêche d'utiliser gratuitement ou de façon excessive les concentrés de facteurs avec leurs conséquences qu'on va aborder tout à l'heure. Et quand le patient a des hématroses ou des hématomes, évidemment, ils ont mal. Ils ont mal, donc il faut leur mettre des antalgiques. Mais des antalgiques purs. On ne leur met pas d'aspirine. L'aspirine est vraiment contre-indiquée. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des concentrés de facteurs à demi-vie prolongée. Il y a l'Hemlibra, il y a l'Emicizumab, qui est vraiment une révolution dans le monde de l'hémophilie. Tout à l'heure, je vous ai parlé du capital veineux qui est complètement bousillé parce que les concentrés de facteurs sont des produits qu'on injecte directement dans la veine. Donc, c'est des produits des médicaments qu'on injecte, qu'on fait en intraveineux. Mais l'Emicizumab, qu'on appelle encore Hemlibra, qu'on a de disponible, est injecté aux hémophiles par voie sous-cutanée. Vous comprenez que c'est vraiment une révolution parce que chaque fois, il faut chercher la veine. C'est très difficile, surtout pour les bébés, pour les enfants qui ne restent pas tranquilles. On doit leur garder les pieds et les mains. Je félicite, je fais un clin d'œil à ce jour à tous les infirmiers des différents centres
de traitement de l'hémophilie parce que vraiment, c'est difficile de leur trouver de veine, surtout quand c'est des enfants qui ne restent pas tranquilles. Mais ils réussissent à le faire. Donc, maintenant que de plus en plus, les mémicizumab, ce n'est pas qu'au Bénin, ce n'est pas, et c'est partout un peu, et de la Fédération mondiale a mis à la disposition des mémicizumab dans plusieurs pays africains. C'est vraiment bien. La thérapie génique, oui, c'est une technique, mais bon, qui n'est pas disponible en Afrique, mais qui permet de rêver. Rêver, pourquoi? C'est que vraiment, ça permet et cette technique, qui est la thérapie génique, permet juste de corriger l'erreur qui est au niveau du chromosome X, de corriger l'anomalie génétique. Et le patient qui était hémophile, qui est hémophile depuis sa naissance, qui a toutes les complications du monde, du jour au lendemain, après ce traitement, peut ne plus être hémophile. Donc, vraiment, c'est une révolution, mais ce n'est disponible que dans les pays caucasiens. Donc, par rapport au traitement, tout à l'heure, je disais, il vaut mieux, si on peut avoir de la desmopressine, utiliser de la desmopressine pour ceux qui n'ont pas besoin d'être concentrés de facteurs. Dommage qu'on n'a pas de la desmopressine disponible. Pourquoi? Parce que, voilà, vous avez quelqu'un qui n'a pas du tout de facteur 8. C'est-à-dire, il n'a même pas le gène. Parfois, il n'a même pas le gène qui produit le facteur 8. Et vous vous rappelez que pendant les études, on nous dit, il ne faut jamais donner à quelqu'un ce qu'il n'a pas. Donc, mais voilà que le facteur 8, ils en ont besoin. Donc, on injecte aux hémophiles sévères, par exemple, du facteur 8 tout le temps, de façon chronique, pendant plusieurs jours. Dès qu'il fait un syndrome hémorragique, on est obligé de commencer par lui injecter du facteur 8 ou du facteur 9. Donc, du coup, on leur apporte ce qu'ils n'ont pas. Il y a certains dont les organismes peuvent évidemment produire des anticorps contre ce facteur 8-là. Et très rapidement. Donc, ça veut dire quoi? Il n'a pas du facteur 8. Donc, il sait, mais parce qu'on lui a donné un médicament, c'est-à-dire les concentrés de facteur 8 médicaments, son corps rejette ce facteur 8-là et son corps produit des anticorps contre ce facteur 8-là. On a quelques patients qui ont développé des anticorps contre ce facteur 8. C'est compliqué à gérer parce qu'évidemment, on n'a pas beaucoup de solutions à leur proposer. Mais heureusement, on a quelques médicaments non disponibles encore au Bénin, mais on a du FEBA, c'est du complexe prothrombinique activé qu'on a consommé, en tout cas qu'on a mis sous forme de médicaments et qui est disponible pour les traiter, ou du facteur 7 activé. Ce sont des produits qu'on appelle des bypassants parce que, en fait, le patient manque de facteur 8. Mais ce n'est pas du facteur 8 qu'on lui donne. On lui donne du facteur 7 pour essayer, pour forcer la formation du caillot, en fait. Ou on lui donne du complexe prothrombinique pour forcer la formation du caillou. Maintenant, bon, évidemment, oui, il y a la possibilité d'essayer de faire disparaître l'anticorps. On parle de tolérance immune. Il y a des techniques, mais ça nécessite tellement une grosse quantité de facteurs. Et comme on n'en a pas encore suffisamment pour les autres, franchement, on n'a jamais encore essayé au Bénin. D'autres complications, c'est vraiment la transmission d'agents infectieux. Bon, en son temps, et même parfois, même encore maintenant, parfois on n'a plus les concentrés de facteurs. Et quand on n'a plus les concentrés de facteurs, on est obligé de nous rabattre sur les plasmas frais congelés. Je remercie vraiment tout, par cette voie, par ce canal, tout le personnel de l'Agence nationale de transfusion sanguine qui nous accompagne sur cette voie-là. Parce qu'il suffit qu'on leur dise, qu'on leur explique qu'on a un hémophile qui saigne beaucoup, qui saigne énormément. Ils mettent à notre disposition des plasmas frais congelés en grande quantité. Mais le risque zéro n'existe pas. Il y a le risque de VIH, le risque d'hépatite B ou d'hépatite C. C'est à cause de ces risques-là que beaucoup préfèrent les concentrés de facteurs recombinants. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a des médicaments, des concentrés de facteurs d'origine plasmatique et des concentrés de facteurs d'origine recombinant. Donc, certains préfèrent carrément des concentrés de facteurs d'origine recombinant et ne refusent complètement les concentrés de facteurs d'origine plasmatique. Mais franchement,
Et aujourd'hui, on a tellement de méthodes pour inactiver les virus, et puis même la sélection des donneurs, on essaye de sécuriser au maximum la transfusion sanguine. Et on n'a jamais encore eu ce problème-là au Bénin. Quelques particularités quand même. Nous n'allons pas finir sans parler de l'accouchement d'un enfant suspect d'hémophilie. Tout à l'heure, vous avez vu, je vous montrais des céphalomatomes, des hématomes et suite à l'utilisation de ventouses. Donc, évidemment, d'où l'intérêt de connaître une femme, d'identifier les conductrices. Si un hémophile homme fait à une fille, on doit savoir que cette fille-là est une conductrice obligatoire. On doit veiller sur elle, on doit la surveiller jusqu'à la grossesse et même et surtout pendant la grossesse et en postpartum. Donc, c'est une grossesse, une femme conductrice obligatoire ou quiconque connaît très bien, qu'on sait qu'elle est conductrice, et lorsqu'elle a une grossesse, cette grossesse doit être suivie par son gynécologue, c'est vrai, mais par le centre de traitement de l'hémophilie. Évidemment, il faut éviter les pratiques des gestes invasifs. On préfère alors faire une césarienne calmement que d'utiliser du forceps. Le risque par rapport aux hémophiles, vous voyez, on a pris une étude c'est vrai, une ancienne étude, mais qui a collecté beaucoup d'enfants hémophiles. Et puis, on constate que puisqu'on on les a accouchés sans forcément faire attention, parmi ces enfants hémophiles, 3 ont fait une hémorragie intracrânienne, un hématome sous-dural, 14 des céphalomatomes, et ainsi de suite. Toujours par rapport aux particularités de la vaccination, c'est une question qu'on me pose tout le temps. C'est une question à laquelle je réponds tout le temps et c'est vraiment un autre mode, un autre moyen pour qu'on identifie les hémophiles au Bénin. Vous savez qu'il y a les vaccinations PEP, les vaccinations qu'on fait à tous les enfants et les gens font ça de maison en maison. C'est vraiment bien. C'est une politique que je félicite, qui permet vraiment à tous les enfants béninois et même de la sous-région d'être vaccinés correctement, d'avoir toutes leurs vaccinations à jour. Mais c'est que, je suis désolée, les infirmiers, les agents de santé qui vont faire les vaccinations ne posent aucune question aux parents. Et donc, dès qu'ils ont des enfants, ils injectent juste, ils sont venus faire la vaccination, ouf, ils font les vaccinations, ils partent. Et après, les enfants développent des hématomes au niveau du bras, là où on a du site d'injection, des hématomes très importants et viennent finalement, avec la grâce de Dieu, si quelqu'un les oriente et les informe qu'il y a un centre de traitement de l'hémophilie, on les envoie vers nous. Donc, après les vaccinations comme ça, on a fait des cas, on découvre des cas d'hémophilie qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce qu'on souhaite. C'est vrai que ça nous permet de les identifier, mais ce n'est pas ce qu'on souhaite. Je conseille à ce que chaque fois que les infirmiers passent dans les maisons, les médecins qui sont à mon écoute et autres, si les infirmiers, informez vos agents de santé quand ils doivent passer dans les maisons pour pouvoir faire les injections. Ils n'ont qu'à demander, poser des questions. Est-ce que l'enfant a tendance à faire des hémorragies ou pas, à tomber? Non, normalement, puisque c'est une maladie rare, vous n'êtes pas censé vraiment avoir plusieurs cas. Mais quand il y a un cas, il y a des moyens, il y a des manières. Donc, d'office, quand c'est un hémophile, on ne fait jamais les vaccinations en intramusculaire. Les vaccinations se font en sous-cutané. Je sais que vous allez dire, mais c'est comme ça. Pour les hémophiles, la vaccination qui devrait être intramusculaire se fait en sous-cutané. Maintenant, si vraiment on n'a pas le choix, on doit le faire en intramusculaire, il faut utiliser des aiguilles fines. Une aiguille fine et après faire une vessie de glace. C'est-à-dire, on met toutes les chances de notre côté. Si c'est un patient qui a tendance à saigner, vous devez vraiment utiliser la voie intramusculaire, alors demandez qu'il aille au centre de traitement de l'hémophilie d'abord, qu'on lui injecte au moins une dose de facteur avant votre injection de vaccination.
Donc, mais après, même dans ce cas, on fait une vessie de glace, on pose quelque chose de froid pendant 5 minutes sur le site d'ingestion. Vous constatez avec moi que nous avons dit c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Je fais un clin d'œil à tous les biologistes qui sont en ligne en disant, quand je dis biologiste, que ce soit technicien ou médecin biologiste ou pharmacien biologiste, sachez que nous avons un rôle déterminant dans le suivi, dans le diagnostic et le suivi des hémophiles. Je le dis, même moi, mes maîtres à tout et tout sont même des médecins biologistes. Donc, vraiment, et nous avons un rôle déterminant dans le suivi, dans l'identification, dans le dépistage de ces cas-là. Quand vous avez des TCA, vous êtes au laboratoire, vous avez des temps de céphaline avec activateur allongé. Je le parle aussi à tous les agents de santé. On vous rend des temps de céphaline avec activateur allongé. Vous reprenez, c'est toujours allongé, même si le patient n'a rien. Il faut chercher à comprendre pourquoi c'est allongé. D'accord? Donc, les biologistes, il faut vraiment prélever dans des conditions optimales, c'est-à-dire les conditions préanalytiques. Vous savez très bien, en hémostase, les conditions préanalytiques sont importantes. Quand on prélève un patient, on ne peut pas laisser le prélèvement traîner, tout simplement parce qu'à partir du moment où on prélève un patient, on a 2 heures maximum pour amener le prélèvement au laboratoire. Pour ne pas dire même moins de 2 heures. Il faut que le prélèvement soit au laboratoire très rapidement. Parce qu'une analyse qu'on manipule après 4 heures après le prélèvement est nulle et non, et n'est pas utile. C'est que c'est fini. Après 4 heures, normalement, on jette le tube. Après 4 heures. 4 heures après le prélèvement, si on n'a pas encore manipulé l'échantillon, ce n'est plus bon. L'échantillon n'est plus bien. Donc, les infirmiers, dès que vous prélevez, si c'est le tube bleu, parce que le TCA se fait dans les tubes bleus, dès que vous prélevez le tube, il faut exiger que l'aide-soignant amène immédiatement le tube au laboratoire et que les techniciens au laboratoire ne traînent pas en disant je vais manger d'abord, non, centrifuger et manipuler l'échantillon en même temps parce qu'il y a un délai pour manipuler les échantillons des tubes bleus. Un délai qui est très court. D'accord? Donc, franchement, il faut y penser. Je profite de l'occasion vraiment pour insister sur ça. Tous les médecins, tous les infirmiers qui sont ici, s'il vous plaît, quand vous devez demander une analyse et le prélèvement se fait dans les tubes bleus, sachez qu'il y a un délai d'heures. Il y a un délai, parfois même, c'est des analyses qui doivent être réalisées dans les 2 heures, d'autres dans les 4 heures. Donc, il faut être attentif à ce détail. Parfois, les infirmiers prélèvent et déposent sur la paillasse, croyant que l'aide-soignant a déjà envoyé au laboratoire, mais non, c'est là. Et par exemple, un infirmier qui a prélevé à 5 heures du matin ou à 6 heures du matin, lors de la descente de sa garde, à 10 heures, l'échantillon est encore sur la paillasse. Ça ne veut rien dire. Après, c'est pour dire le technicien a mal manipulé, le TCA a allongé. Non, parfois, ça ne dépend que du temps, du délai, du temps perdu entre le prélèvement et la manipulation. Donc, on dit quand le TCA est allongé et que vous avez une symptomatologie hémorragique, pensez à une hémophilie. Donc, on dose ensuite le facteur 8 ou le facteur 9 ou les deux si on a les moyens de doser les deux en même temps. Et lorsqu'on a un taux bas, inférieur à 40%, il s'agit d'un hémophile. Donc, l'intérêt du laboratoire, c'est dans le diagnostic, évidemment, jusqu'au diagnostic, le laboratoire est utile. Mais aussi, lorsqu'on commence par traiter le patient, on doit surveiller s'il a développé des anticorps contre les facteurs 8, c'est-à-dire si son corps rejette le facteur 8, les concentrés de facteurs. Donc, ça aussi, c'est le laboratoire qui vous aide à savoir. Par rapport aux kinésithérapies, tout à l'heure, on a parlé du rôle du kinésithérapeute qui est très important. Il est utile qu'il renforce les muscles parce qu'à force de saigner dans les muscles il y a des raideurs musculaires et c'est un peu compliqué. Le patient aura des positions vicieuses et c'est pas bon. Donc, le kinésithérapeute va renforcer les muscles, rétablir les mouvements articulaires, indiquer quand les activités normales peuvent être reprises ou pas à l'hémophile et suggérer des façons d'éviter d'autres blessures, c'est-à-dire vraiment le kinésithérapeute accompagne le patient. Il est déterminant dans un centre de traitement
de l'hémophilie. Son rôle est vraiment déterminant dans un centre de traitement de l'hémophilie. En conclusion, nous allons dire que beaucoup de cas d'hémophilie sont non diagnostiqués en Afrique, notamment au Bénin. Nous travaillons pour, bientôt on ira dans la région de l'Ouémé Plateau pour pouvoir former encore les professionnels de santé ou parler de l'hémophilie pour que quand ils voient des cas, ils puissent y penser tout simplement. Cette maladie peut entraîner des complications chroniques puisque des arthropathies chroniques, des positions vicieuses, des raideurs musculaires, même parfois jusqu'à entraîner des décès. Le traitement substitutif est, parfois on a le médicament disponible, mais les patients ne viennent pas à l'hôpital parce que soit ils n'ont pas les moyens de payer tout simplement la consultation ou autre. La prise en charge doit être multidisciplinaire et dites-vous que cette prise en charge est bénévole. Tout ce qu'on fait, on le fait bénévolement, mais nous avons prêté serment pour ça. Donc, vraiment, je vous exhorte à y penser, à nous référer les patients, ou même si les patients sont très loin, ne peuvent pas venir, on peut gérer avec vous par téléphone. Nous sommes nombreux dans l'équipe, que ça soit depuis Parakou ou depuis Cotonou, peu importe, vous pouvez appeler l'un d'entre nous pour pouvoir vous orienter ou même vous envoyer tout simplement les facteurs de coagulation pour traiter vos patients. Nous vous remercions.